ráda představila Giuseppe Bianca, který je momentálně výzkumníkem na Institut des études avancées v Paříži a členem Mezinárodního centra francouzské filozofie na École normale supérieure v Paříži. A ve svém posledním výzkumném projektu se zabývá myšlením Georgese Canguilhema. Mimo jiné vydal knihu spolu s Chrétienem Po, která se jmenuje Badiou a filozofové. A přednáška Giuseppe Bianca se jmenuje Totalizovat, nakreslit mapu, opačná dráha 1962-82. Bon, merci. J'étais convoqué à participer à ce colloque qui me rend heureux, mais surtout flatté. Je tiens d'abord à remercier très chaleureusement les organisateurs, Michael et surtout Yana qui m'a invité, pour leur gentillesse et générosité, pour m'avoir amené à nouveau dans cette ville que j'aime pour plusieurs raisons, et aussi parmi des amis et des gens que je connais depuis un moment et que j'aime aussi. Donc c'est un honneur de me retrouver parmi de collègues qui tant de temps ont consacré à comprendre les écrits de Badiou, à les expliquer, à tirer les dernières conséquences de son geste théorique, souvent dans une confrontation avec des autres gestes et leurs propres gestes philosophiques. Mais après ces remerciements, il faut tout de suite, sans fendre fausse modestie, mais parlant franchement, vous dire mon embarras. Un embarras qui est double, un embarras d'une part d'être parmi des experts, ou des gens que, comme je disais, ont travaillé longtemps dans le sillage ou sur le travail de Badiou, et embarras d'être ici en sa présence, ce qui limite en quelque manière mes propres mouvements. Donc je conçois plutôt cet exposé comme pas vraiment un exposé, mais une série de questions. Jeune étudiant de philosophie, j'avais lu le livre de Badiou sur Deleuze, il était 98. J'étais de passage à Paris dans le cadre d'un programme universitaire. La conjoncture, je pense, était celle du début de l'entrée de Badiou dans ce que, quelques années plus tard, François Cousset appellera French Theory, à savoir cet archipel de textes assez hétérogènes écrits en français qui décontextualisés, digérés et transformés dans les départements de langue américains et anglais, deviendront un espèce de bloc unique, un espèce de ABC de la pensée critique. À l'époque, le livre de Badiou avait suscité des polémiques souvent très stériles, mais aussi l'avait lancé dans un espace plus ample, un espace public beaucoup plus ample. En effet, je parle de mon expérience aussi italienne. Je me rappelle que Lettres et l'événement, qui avait été traduit en italien, avait vendu pas plus que 30 copies. Ça se passera très différemment après le livre sur Deleuze, donc ce sera... c'est comme si Deleuze le livre sur Deleuze avait traîné ou lancé Badiou dans un espace de public beaucoup plus ample. 3 ans plus tard, je suis revenu à Paris, j'ai connu 2 jeunes étudiants en thèse, un italien et l'autre anglais qui sont dans cette salle, ils sont plus jeunes, qui tenaient un séminaire sur Badiou à l'université de Paris 8. Je suis allé une fois, j'étais fasciné, mais je ne suis plus revenu. En ce qui est de l'auteur de cet événement, mon document d'inscription en DEA, qui à l'époque correspondait plus ou moins à ce qui est le Master 2 après processus de Bologne, indiquait son nom comme directeur de mon mémoire, mémoire qui portait le titre grandiloquent et insensé des figures du transcendantal dans la philosophie française contemporaine. Non, ça devait être une histoire des figures du transcendantal. Et portait ce qui semblait être sa signature. Donc là, je révèle un secret. En réalité, ce n'était pas la signature de Badiou, mais c'était l'imitation de la signature de Badiou faite par Zouzi, directeur de département de Paris 8, à la réunion de rentrée du master. Donc malgré lui, Badiou avait donc été obligé à diriger mes travaux. Je commençais déjà mes études en tant que faussaire. Je me rappelle de l'avoir rencontré 3 fois en tête-à-tête, dont la 3e était la discussion de mon DEA, sans faire de moi un fan, il était réussi à m'accrocher. Ce séminaire se passait déjà à l'extérieur des murs de Paris 8,
à Jussieu et à l'ENS, et ils étaient associés à deux institutions de Badiou, c'était lié et progressivement déliés, le Collège international de philosophie et le Centre international pour l'étude de la philosophie française contemporaine. Dans ce cas, la conjoncture était une autre, donc celle de la création d'une nouvelle institution. Comme on sait, Badiou avait favorisé et avait contribué à la fortification de modalités autres de faire philosophie en dehors de l'université. Donc, fini mon mémoire et ayant donc la permission à faire une thèse, décidé, en manque d'options plus alléchantes, de continuer d'une manière ou d'une autre mes études en philosophie et ne trouvant pas de terrain fertile dans mon pays natal, j'ai donc fait retour vers le maître en lui demandant de diriger une thèse sur le philosophe qui m'avait en quelque sorte amené en France, Deleuze, et sur lequel il avait écrit le petit précieux livre de 97. Il fut sage en me déconseillant à travailler sur sa direction, malgré quelques sites écrivent that I did my PhD under Alain Badiou, ce qui n'est pas vrai. Donc à cause de sa position dans l'université française, sa proximité à la retraite, ses multiples engagements. Donc je fus ainsi passé, d'une certaine manière, à Frédéric Worms, un historien bergsonien qui était, par un revirement sans doute inattendu, en train de prendre sa relève au sein du Centre international pour l'étude de la philosophie française contemporaine. Donc ceci me convainc à laisser tomber Deleuze et à faire une thèse sur Bergson, ou plutôt sur la réception de Bergson et du bergsonisme, qui est devenu un livre et dont le sous-titre, d'ailleurs, je fais de la propagande, m'a été indirectement suggéré par celui qui est objet de ces 2 jours. Donc je finis donc de faire une thèse avec un historien de la philosophie, malgré le fait que je continuais à voir Badiou dans des colloques et des séminaires à l'école normale où je m'étais incrusté à travers mes 2 directeurs, donc, et où je jouais notamment le rôle de homme à tout faire. Badiou venait parler au cours de colloques et séminaires, et ça fut une séquence, je crois, assez productive. Il fut même membre de ma thèse, et je rappelle, ce sont des anecdotes, mais je vais arriver au point de ma communication. Je me rappelle la délectation avec laquelle je l'avais écouté parler, et surtout quand il avait mentionné que ma doctrine, la doctrine du candidat, est le matérialisme historique. Donc, dans mon idée un peu punk de ce qui allait être mon futur, ou plutôt mon absence de futur, dans une académie déjà dans un état de désagrégation, j'étais bien content de finir en gloire, d'une certaine manière, avec une explosion. Donc, il ne faut pas ainsi, mais Badiou précisait que je n'étais pas un matérialiste historique, j'étais matérialiste historique dans un sens différent du sens qu'on prête ordinairement à ce mot. Donc je n'étais pas marxiste ni marxologue, donc il voulait dire plus ou moins que ma tentative était celle de décrire l'effectuation de la pensée philosophique dans le temps, dans l'histoire donc, et dans ces détails la matière, tout en évitant les grandes catégories du type système, auteur, doctrine, etc. C'est ainsi que mon parcours commence à bifurquer. Je commençais d'une part à m'enfoncer dans les archives avec le plaisir un peu de l'enquêteur, et d'autre part à commencer à lire un peu de sciences sociales, un peu comme le flic apprend un peu de chimie pour faire ses enquêtes. Sans doute, c'est ainsi que je suis devenu quelque chose de différent, surtout pas un philosophe. C'est pour cela que je dis mon embarras à être ici. Des discussions complexes, exigeantes sur l'un et le multiple, la nature de transcendantal, la vérité simulacre, etc., qui m'avaient amené à Paris, sont disparues progressivement à l'horizon et ne sont présentes, si elles le sont, que comme l'infrastructure inconsciente de mes enquêtes, bien plus pratique
et entièrement descriptive. J'ai dit quand même, et je vais venir au point, qu'elles sont restées à l'esprit dans ce que je fais pour 3 raisons qui vont transparaître peut-être dans les minutes suivantes. La première est l'importance de la catégorie d'événements dans tout processus de subjectivation, catégorie que je conçois en tout cas d'une manière bien plus simple et rudimentaire que Badiou. Je tente de mobiliser des catégories comme celle de génération tirée des sciences sociales et de Mannheim, et l'idée qu'il n'y a pas donc d'histoire sinon que dans le sillage d'un événement. Une génération se fait quand elle est marquée par un événement. Et l'idée que la philosophie est une pratique sous condition d'autres procédures génériques, dirait Badiou. Moi, je dirais tout simplement, en m'inspirant de Bourdieu, sur la condition de sa relation historiquement déterminée, la philosophie, avec d'autres disciplines structurées formant des champs. Donc c'est comme ça que j'ai détourné le peu que j'avais lu de Badiou vers ce qui étaient mes intérêts. Donc c'est ainsi que je commençais à m'intéresser aux sites d'apparition dans leurs détails, même concrets, de la philosophie. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à être l'éditeur de ce petit livre, Badiou et les philosophes, que j'ai édité avec un ami qui est le seul traducteur, je ne suis pas le traducteur, qui a été publié il y a 2 ans. Donc, mais encore une fois, je suis complètement, je suis absolument pas un expert, donc c'est pour cela que je pensais de vous proposer quelque chose de complètement narratif. Et c'est comme ça que donc, je me suis retrouvé à enquêter les premières années de l'itinéraire de Badiou. Donc je vais essayer d'isoler à partir le cas que j'avais analysé certaines conclusions ou certains points qui ont à faire directement avec ma recherche, avec les instruments que je tente de mobiliser en faisant l'histoire de la philosophie, l'histoire des idées. Donc je vais donner comme titre à ces quelques observations. Ce sont que des observations très désordonnées. Au début, j'avais une visée beaucoup plus ample et beaucoup plus ambitieuse, qui finalement, comme ça arrive souvent à cause de l'emploi du temps et les choses qu'on a à faire, je ne suis pas arrivé à mener au but. Je voulais faire une espèce de description, c'est encore plus embarrassant parce que l'objet de mon discours est là. Donc une description de l'itinéraire de Badiou entre le milieu des années 50 jusqu'à son habilitation à diriger les recherches. Donc, disons jusqu'aux théories du sujet. Je vais m'arrêter en 66, donc entre 56 et 66. J'ai donné comme titre Trajectoire inverse. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Badiou, il s'agit du titre, ou du moins du sous-titre du premier livre, qui n'est pas un livre de philosophie, mais est un roman, donc Almageste de 64. Ce livre a eu une suite, Portulan, et il devait y avoir un 3e tome. Si je me rappelle bien, Badiou m'avait dit il y a 2 ans qu'il avait retrouvé le manuscrit quelque part de Bestiaire, le 3e tome, mais qui n'a jamais été publié. Donc 64, 67, et puis le 3e n'a pas été publié. Donc on pourrait hypothéser que, disons, la suite de ces réflexions constituait le troisième livre. Je ne pense pas, et je vais tenter d'expliquer pourquoi finalement c'est d'abord une trajectoire inverse, à mon avis, c'est juste une hypothèse. Et deuxièmement, pourquoi ce 3e tome ne voit pas la lumière. Donc, au début du premier tome, Badiou écrit que le livre, le premier d'une série qui comportera 3 volumes, il faut considérer comme une introduction matérielle, une mise à jour des constellations fluorescentes linguistiques, des influences. C'est une manière de plasma, de création du monde. Le sujet et l'histoire, ils viendront tour à tour prendre forme. Donc, les 2 tomes suivants devaient porter sur le sujet et l'histoire. La réflexion sur le langage du premier tome n'y joue pas un rôle théorique,
le domaine que j'ai choisi d'aborder par la production d'un modèle, d'un objet problématique, et que j'aborderai peut-être ailleurs par les moyens de la philosophie, celui de la prolifération peut-être du baroque. Donc, production d'un modèle. Le lecteur cherchera donc à s'excuser, la diversité d'écriture d'Almageste et le terrible poids des références. J'essaierai de fabriquer bientôt le modèle unifiant, modèle, deuxième fois. Le second volume, Portulan, Histoire d'autrui, donc histoire du sujet, sera analytique et policier. Le troisième, Bestiaire, histoire totalisante et constellation. Donc il y a déjà dans le tout début une tentative de dresser une carte ou de s'orienter dans la pensée. Il y a cette insistance dès le début de la réflexion de Badiou pour la topographie, pour le plan et pour qui reviendra aussi dans les romans suivants, notamment le seul roman suivant, Qu'un bloc ici-bas. Donc il y a des plans, des schémas, et ainsi de suite. D'autre part, trajectoire, donc trajectoire inverse. Trajectoire aussi une autre signification. Trajectoire est un concept utilisé par les sciences sociales, ou les sciences dites sociales, comme on disait pendant les années 60, indiquant la succession des positions occupées par un agent dans l'espace social. Donc, la trajectoire est déterminée par la position de l'agent, les dispositions, donc ce que Bourdieu appelle l'habitus, et le poids de l'origine sociale, ou ce qu'on appelle le capital. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comprendre la vie d'un auteur, il faut prendre en considération la trajectoire d'un auteur, il faut prendre en considération l'espace dans lequel ceci se meut et le capital qu'il a à disposition. Donc, étudier une trajectoire revient donc à mesurer la distance qui sépare un agent des autres agents dans un champ structuré d'une discipline, ou dans ce cas, dans des champs différents, parce que les champs sont emboîtés, et champs qui sont en évolution. Donc le problème est non seulement l'évolution de ces champs, mais aussi leur interaction. La littérature interfère avec la philosophie interfère avec la science, donc il y a un emboîtement. Et donc faire une sociogénèse signifie prendre en considération la trajectoire. Et donc ce que je voulais faire, là c'est encore, comme je disais, un peu embarrassant, c'est simplement indiquer quelques coordonnées pour comprendre pourquoi cette trajectoire est inverse. Dans le cas en question. Malgré le fait, si j'ai bien compris, que des étudiants sont en train de tourner un documentaire sur Badiou, je dirais que donc on est une espèce de, comme il arrive souvent chez les philosophes, on est dans une troisième phase d'une certaine manière monumentale. Donc même s'il y a ce documentaire, Badiou ne s'est jamais donné au genre biographique, sauf une exception. Petit essai, L'aveu de philosophe. Mais il y a peut-être une première occasion dans laquelle cela arrive. Et comme je disais, j'aime bien aller fouiller dans les archives, même avec l'autorisation des auteurs. Donc je suis allé donner un coup d'œil dans les archives de Lyotard. Et j'avais trouvé plusieurs documents que je voulais mobiliser. Évidemment, comme je disais, je n'ai pas eu le temps de préparer quelque chose de ficelé, mais je vais quand même lancer quelques idées. Et j'ai retrouvé peut-être l'un des premiers récits autobiographiques, qui est le dossier qu'Alain Badiou avait préparé pour l'habilitation dirigée de recherche en 89. À savoir au moment où son manifeste pour la philosophie se presse. Et ce dossier est constitué par deux parties. Donc, Lyotard devait
lui donner main forte à Paris 8 pour obtenir l'habilitation à diriger des recherches. Donc, une première partie, la description de sa trajectoire, justement. Et la deuxième présente la liste motivée des travaux. Ce qui m'a fait particulièrement plaisir, c'est que je me suis rendu compte que la plupart, peut-être pas tout, c'est que j'avais écrit dans la petite introduction de Badiou et les philosophes, parce que je m'étais occupé justement de la partie information et archives. Tsu-Chen m'avait dit pourquoi ils t'ont invité, comment est-ce que tu peux contribuer d'autre manière qu'avec la biographie. Donc c'est un peu ça. Donc je me suis aperçu qu'il n'y avait pas énormément de bêtises dans mes hypothèses, dans les informations que j'avais trouvées et j'avais placées. Mais il y a une partie intéressante dans ce dossier. Il y a deux aspects intéressants, je trouve. Le premier aspect, que j'ai raconté hier à Oliver, d'ailleurs, c'est que ce dossier exclut tous les articles qui précèdent et tous les écrits qui précèdent 82. Et dans le dossier biographique, disons, il y a un passage intéressant que je tiens à citer, et à partir duquel je vais structurer mes quelques remarques. Lorsque je suis entré en philosophie, à la fin des années 50, le contexte était celui de la domination des orientations de type phénoménologique d'une part, du marxisme d'autre part. Pour ce qui me concerne, j'avais choisi, je tentais déjà une sorte de joncture entre ces deux dominations. J'étais sartrien, avec cet enthousiasme à la fois nécessaire et naïf, qui adopte du maître non seulement les grandes catégories de la pensée, mais la conception de l'existence et du monde, voire les styles, sinon l'éthique. Quand, avec le recul, je considère ces années de formation, je les ai fait aller jusqu'au milieu des années 60. Ce qui me frappe, donc milieu des années 60, ce qui me frappe, c'est qu'en certain sens, nous considérions tous que la philosophie était pour l'essentiel achevée. Sartre lui-même accordait plus d'importance peut-être à la littérature et aux engagements politiques que la philosophie proprement dite. Aucun d'entre nous, donc il y a déjà un nous, donc il y a une idée d'un groupe et d'une génération qui peut-être est différente des autres qui le précèdent immédiatement et qui la suivent immédiatement. Donc il y a une série d'événements qui marquent et qui génèrent une génération, pour ainsi dire. Évidemment, c'est les instruments que je mobilise. Ce n'est pas l'application de la théorie de la subjectivation de l'événement de Badiou. Un camp d'entre nous voyait clairement comment poursuivre l'enquête, si subtile et si complexe que nous proposait l'œuvre de Husserl. Heidegger énonça explicitement, sous le thème de la fin de la métaphysique, l'appel à un au-delà de la philosophie, qui nourrait au poème l'effort de penseur. Et déjà se présentait la tentation de retrouver dans les sciences humaines une sorte de relève de la philosophie, la consistance du paradigme linguistique, les éblouissantes constructions de Lévi-Strauss, le paradis des interprétations freudiennes, tout cela balancé dans nos esprits les charmes de la conceptualisation philosophique. Si bien que lorsque nous lisions avec tout même un grand émoi intellectuel Hegel ou Husserl, nous avions du mal à démêler s'il s'agissait d'un choix possible, d'une pensée vivante ou seulement de quelques somptueux exercices qu'il était désormais impossible de renouveler. Fin de citation. Ensuite, Badiou revient à ce qui étaient pour lui les raisons pour lesquelles les acteurs appartenant à sa génération finirent tous pour quitter la philosophie pour devenir sociologues, ethnologues, psychanalystes, linguistiques, tandis que dans ce cas, il fit retour à la philosophie. Donc ce que je trouve intéressant, c'est justement l'isolement d'une génération et les raisons pour lesquelles il avait été épargné, disons, par cette déprofessionnalisation ou sortie du champ philosophique. Il en donne 3. Les mathématiques, le fait de n'avoir jamais été communiste, et troisièmement, son attirance pour Platon. Donc je vais tenter rapidement de montrer pourquoi ces trois
ces trois raisons et ces trois points, ces trois caractéristiques permettent à Badiou à ne pas sortir du champ philosophique. Même si, je vais essayer de montrer, mais Yann, combien de temps j'ai? Yann. J'ai 10 minutes. J'ai un quart d'heure. Okay. 10 minutes, quart d'heure. Ok. Donc je vais essayer de résumer rapidement. Ce qui m'a frappé, c'est le fait que finalement, en analysant le cas de Badiou, c'est qu'on se rend compte deux choses à la fois. D'une part, que les découpages générationnels qu'on opère sur la philosophie française d'habitude, c'est-à-dire brutalement en génération, en séquences structuralistes, séquences existentialistes, et ainsi de suite, n'opèrent pas ou elles sont problématiques. Deuxièmement, que le champ philosophique et le champ de la littérature interfèrent l'un avec l'autre, mais ces champs sont en mutation selon les périodes qu'on prend en considération. Et voilà, ce sont ces deux points-là. En retraçant rapidement la trajectoire de Badiou à partir justement des trois éléments que j'avais mentionnés, c'est-à-dire la structuration du champ, le capital de départ et l'espace des positions, c'est qu'on se rend compte, c'est que la manière qu'a l'auteur, dans ce cas, de se placer dépend, même s'il y a une certaine cohérence et antériorité, dépend de la situation du champ concrètement structuré. C'est-à-dire que si je fais un résumé très rapide de ce que de les informations que j'avais déployées dans l'introduction au petit livre, il y a d'une part, au moment où Badiou entre en philosophie, comme il le dit dans son dossier d'habilitation à diriger de recherche, il y a une domination évidente du champ philosophique par la philosophie existentielle de Sartre. Mais d'autre part, ce qui est intéressant de voir, c'est que, et je reviens à l'idée de événement et comment un événement marque une génération, ou marque et génère une subjectivité qui peut être d'une conscience ou d'un groupe. Ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement, cette domination de Sartre à la Libération et jusqu'au milieu des années 50, elle est fluctuante, c'est-à-dire qu'au tout début des années 50, il y a une dévaluation du capital symbolique de Sartre dans le champ philosophique, lié à des différentes raisons. Les anecdotes sont plusieurs. Hein. Le fait, Althusser dit dans L'Avenir dure longtemps qu'à l'école normale, au début des années 50, on se plaisait de se moquer de l'existentialisme et se moquer de Sartre. Mais probablement, c'est une dévaluation du capital symbolique de Sartre dans le champ philosophique qui est provoquée par une augmentation de l'importance qu'il y a Sartre en littérature. La situation, paradoxalement ou curieusement, change au milieu des années 50 à cause de l'engagement politique concret de Sartre, notamment pour la cause algérienne. Et cela, je pense que donc la génération à laquelle, si on peut parler de génération par un groupe d'individus qui a été marqué par un événement marquant, donc le groupe auquel appartient Badiou, composé par lui, Terré, Clément et Verstraeten, donc plus ou moins des gens qui sont nés, qui appartiennent à la même classe générationnelle, mais qui ont été marqués au même moment par le même événement. Au contraire, des gens qui légèrement plus jeunes comme Deleuze et Foucault
et Lyotard, l'importance de Sartre en ce moment, au milieu des années 50, est beaucoup plus grande. Et à plus forte raison, dont je parlais de capital de départ et de disposition, à plus forte raison à cause du fait que comme Badiou d'ailleurs l'écrit dans La Vue du philosophe, son enfance est marquée par la figure du père mathématicien engagé, maire socialiste de Toulouse. Il y a une expérience assez précoce du politique. Donc ce premier contact avec Sartre provoque aussi l'intériorisation d'une série de dispositions. Et ce qui m'a toujours frappé, je pense qu'il fait la singularité dans le champ philosophique de Badiou même aujourd'hui, c'est une posture qui n'est pas du tout celle de l'intellectuel spécifique proposée par Foucault, mais c'est une idée de intellectuel total. Donc, et je pense que le contact avec la philosophie de Sartre très précoce a provoqué l'intériorisation de cet habitus. Un deuxième aspect qui est intériorisé au même moment à travers Sartre, et non seulement cette idée totalisante de l'activité philosophique, mais il y a aussi l'aspect qui concerne le rapport entre philosophie et littérature et la possibilité d'un engagement concret et aussi d'une totalisation par la littérature. Ce qui n'est pas, me semble pas présent dans la génération précédente et dans la génération successive. Mais d'autre part, ce qui provoque, à mon avis, ou qui donne sens à cette idée d'une trajectoire inverse, c'est qu'au même moment que cette idée ou ces postures sartriennes sont présentes avec l'émergence des sciences humaines, comme d'ailleurs dans le récit tiré de l'habilitation à diriger des recherches est clair. Donc, d'une part, disons, les sciences humaines et plus spécifiquement le paradigme structural. Ce paradigme structural, évidemment, au tout début des années 60, une polémique marque profondément le champ philosophique et des sciences sociales, et c'est la polémique engagée par Sartre dans le dernier chapitre de La pensée sauvage, qu'avec une série de répercussions dans les autres sciences humaines, dans la psychanalyse, provoque une sortie lente, dans un premier moment abrupte, mais lente de Sartre, du centre de champ philosophique. Donc il y a la complaisance entre ces deux éléments, et puis il y a d'autre part aussi en phénoménologie, disons le paradigme phénoménologique qui avait dominé jusqu'à ce moment-là, avec Merleau-Ponty, Sartre et Ricoeur, s'était concentré sur des questions qui étaient voisinantes d'une certaine manière, avec des questions traitées par la psychologie, l'analyse de l'intersubjectivité, ainsi de suite. Au moment où Badiou fait ses études, donc entre 57 et le tout début des années 60, une autre entre guillemets, tradition phénoménologique émerge, c'est-à-dire une tradition qui se concentre plutôt sur les fondements des sciences formelles. Donc c'est la tradition initiée par Lottmann et Cavaillès et continuée par des élèves de Cavaillès comme Granger au Vima, qui tentent d'utiliser la phénoménologie pour donner une fondation mathématique, mais lentement
abandonnant le paradigme phénoménologique. Et le troisième élément qui est important pour comprendre le début je rajoute encore un élément, c'est l'absence complète en ce moment-ci pas l'absence complète, mais le fait que Bachelard n'est plus présent à l'Institut d'Histoire et Philosophie des Sciences, mais il a été substitué par Canguilhem, qui est un héritier disons de l'école, s'il y en a une, d'épistémologie française, mais disons, les fondements théoriques sont bien différents de ceux de Bachelard. Le troisième élément que je vais tenter de disposer, c'est l'élément qui a à faire avec le champ littéraire. Comme je disais encore une fois, Sartre était dominant jusqu'au début des années 50. La revue de Sartre, l'état moderne, a été d'une certaine manière la revue qui était le point de référence. Au début des années 50, on assiste à un changement, peut-être pas au début des années 50, plutôt au milieu des années 50, on assiste à un changement qui consiste aussi dans l'émergence d'autres courants littéraires, mais aussi d'un autre paradigme, d'une autre idée d'écrivain et de littérature. Donc si jusqu'à ce moment-ci, le modèle dominant était celui de l'écrivain engagé, du roman existentialiste, d'abord avec le nouveau roman, et puis après avec l'émergence de la revue telle qu'elle au début des années 60, cette idée d'une écriture de l'écrivain comme acteur engagé disparaît et est substituée par un autre paradigme de l'écrivain et une autre idée d'écriture complètement différente de celle proposée par Sartre et par Simone de Beauvoir. Donc ce qui est intéressant aussi, et je trouve frappant à quel point Badiou a été honnête à faire publier, par exemple, l'échange de lettres avec Simone de Beauvoir, qui date des années 50, où il y a une lettre qui m'avait frappé, où il fait référence au roman La jalousie de Robbe-Grillet, et Simone de Beauvoir, il dit je voudrais écrire un compte-rendu pour les temps modernes. Et Simone de Beauvoir dit vous l'avez aimé, moi j'ai pas du tout aimé. Parce que évidemment tous ces mouvements littéraires étaient dans le nouveau roman, mais aussi tel quel après. Et il faut savoir que les premiers romans de Badiou ont été publiés par les éditions de Seuil, le Seuil qui avait été l'éditeur de Solers et de la revue telle quelle. Il faudrait voir si le passage par le Seuil a été fait par ce biais-là. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une coexistence, encore une fois, de ces éléments disparates, mais aussi dans le champ littéraire. Il y a d'une part, encore une fois, cette idée totalisante de l'intellectuel ou du philosophe, et même de l'écrivain, du romancier, qui coexiste d'autre part avec un paradigme, celui proposé par Solers, déjà dès le premier numéro de tel quel en 1960, et aussi le modèle proposé par le nouveau roman, qui est complètement en contradiction. Donc c'est là pour donner les éléments disparates et pour dire pourquoi c'est une trajectoire inverse, me semble, si on prend trajectoire inverse dans le sens utilisé par Badiou dans le sous-titre de sa trilogie, ou de sa trilogie ratée, pas finie, mais aussi une trajectoire inverse d'un point de vue d'une sociologie des intellectuels, c'est que je pense, mais là encore une fois,
c'est un dialogue, c'est pas moi de donner la réponse. J'ai l'impression qu'il y a une tentative de tenir ensemble des éléments très disparates, ce qui est explicite et transparent dans la tentative d'inviter, de faire dialoguer Sartre, Merleau-Ponty, Althusser à l'école normale au début des années 60, et de travailler à la fois sur les structures élémentaires de la parenté et sur la critique de la raison dialectique, tenir ensemble des éléments disparates, mais en tenant comme disons que les dispositions sartriennes étaient à tel point intériorisées que l'idée, c'est justement aller du langage, de l'effet idéologique dans le premier tome de la trilogie, en passant par les sujets, en arrivant, ça c'était l'idée initiale de la succession des romans, en arrivant à l'histoire en tant que processus synthétique et de totalisation. Donc la trajectoire est inverse, parce qu'en ce moment-ci, évidemment, tout allait vers la structure et vers le langage, à la fois dans le champ philosophique et dans le champ littéraire. Donc c'est pour cela que je dis que c'est intéressant de voir les générations du milieu pour observer ces tentatives de tenir ensemble des choses qui ne vont pas ensemble. Évidemment, les choses n'iront pas ensemble, et justement, le troisième tome du roman ne viendra pas à la lumière. Et ce que je voudrais aussi souligner, c'est que ces romans, mais là aussi, je m'expose à la contradiction et à l'erreur complète, c'est que ces romans ont été écrits, le projet du roman a été écrit, mais à fur et à mesure qu'il avait été écrit dans une fois, projeté dans une fois, mais à fur et à mesure que le projet de roman et l'écriture évoluait, aussi le champ philosophique et le champ littéraire étaient en train d'évoluer. Et je trouve qu'il y a une mutation de langage déjà entre Portulin, qui était, dont l'idéation date de la fin des années 50 et publié en 64, et Almagest, pardon, et Portulin publié en 67. Donc le projet évolue en fonction de l'évolution du champ philosophique. En 66, quand Badiou, après un isolement de plus ou moins de 4 ans dans un lycée et une université de Provence, revient à Paris, invité par la génération plus jeune, et en contact justement avec une génération plus jeune, et réintégré dans le cercle de ce qui se faisait à l'école normale, donc au centre du champ philosophique parisien, d'une certaine manière, dans le cercle de Althusser et des cahiers de l'analyse. Cette tentative de tenir ensemble des éléments disparates se dissout lentement comme de la neige au soleil, c'est-à-dire que l'essai sur l'autonomie du processus esthétique de 66, si je ne me trompe pas, et d'une part me paraît être une tentative de garantir, de maintenir et de légitimer l'activité du romancier. Mais cela ne dure pas longtemps, donc justement Portulin de 67, et puis enfin le contact avec les Althusseriens feront aussi dissoudre cette idée d'une histoire comme mouvement organique et totalisant. Et pour revenir à un aspect et je vais conclure, que j'avais complètement oublié, qui devait être au début de mon topo, c'est que ce qui m'avait guidé aussi dans ma propre trajectoire, à part certaines catégories que je vais intérioriser de la philosophie de Badiou, était aussi un espèce de panorama ou de lecture assez clair à l'apparence de ce qui est la philosophie française dans son ensemble, ce qui était assez rare en ce moment
en ce moment de l'histoire, de l'historiographie sur la philosophie française, c'est-à-dire cette idée reprise par Foucault, reprise à Badiou par Foucault et tournée et changée, de l'existence de deux lignages clairs dans la philosophie française, donc une tradition, un platonisme mathématique et d'autre part un vitalisme de l'antériorité vitale, donc d'une part Branchevig, Cavaillès, Bachelard et jusqu'à celui qui est l'objet de ce colloque, et puis d'autre part Bergson, Merleau-Ponty, Deleuze et Canguilhem même, qui est rajouté dans la logique du monde, dans cette vision un peu binaire. Donc ce qui est marrant, c'est que d'autre part, ces traditions, si elles existent, elles se croisent en continuation, et même, je dirais que même chez Badiou, il y a la coexistence de Sartre et d'Althusser, mais il y a aussi la coexistence dans les moments différents de l'itinéraire, de positions ontologiques même différentes, c'est-à-dire que l'idée de l'histoire comme une totalité organique me paraît être présent, ou me paraît être comme la perspective dans laquelle la trilogie des trois romans avait été formulée, mais qui se désagrège complètement au milieu des années 60. Et un autre, là je vais arrêter, un autre élément que je voulais porter, un autre document que je voulais porter, c'était qui n'est jamais été cité, était un exposé, une communication que Badiou avait fait dans le séminaire de Canguilhem sur organisme, et structure et organisation, dans un séminaire sur l'organisme de Canguilhem, qui date, je pense, de 66. Le séminaire, c'était 66-67. Donc, c'était le moment où Badiou écrit son grand article sur le commencement de matérialisme, l'article sur Althusser publié dans la revue Critique, où il critique évidemment la notion de totalité, de totalisation comme idéologique. Et déjà dans cet article est présent, je pense, cette idée que derrière l'idée de totalité organique, que l'idée de totalité organique est une idée complètement absente dans la réflexion de Marx et qu'il faut expulser, dont laquelle il faut se débarrasser assez rapidement. Ce qui sera présent justement dans l'article publié quelques mois plus tard. Idée que est au centre de la critique de la raison dialectique de Sartre. Et donc, il y a la complaisance, il y a une succession de positions qui pourraient sembler être contradictoires, même dans la formulation de romans. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, mais l'idée, c'était encore une fois, de rendre compte de la manière dans laquelle on peut rendre compte d'une trajectoire en prenant en compte l'interaction entre des champs différents, entre des pratiques intellectuelles différentes, sans être tenté à reconstruire, encore une fois, dans ce cas-là, une totalité qui devrait être cohérente et organique. Voilà, je m'arrête là. Alors, Giuseppe, je voulais juste répondre à ta question, pourquoi on t'a invité. Pour être très honnête et dire comment ça s'est passé, on a commencé à faire des recherches, on peut chercher des gens qu'on aurait pu inviter au colloque. Donc, on a envoyé des invitations. Ah, ok. Et on se disait, tout le monde n'allait pas accepter. Ah, ok, très bien. Parce que tout le monde a accepté, du coup, la liste commençait à grandir, à diminuer, et le budget. Et après, on s'est retrouvé face aux limites budgétaires. Donc, je pense que le fait qu'on n'a pas pu inviter Tsu-Tien, je le conçois comme une injustice. Non, mais... c'est en grande partie, non pas le nombre qui a décidé, mais cette fois-ci, c'était les nombres. Donc, malheureusement. Non, mais évidemment, moi je suis très content d'être sans ou avec lui. C'était juste, évidemment, j'avais une sensation d'être beaucoup moins compétent
que se tiennent. Et, bon. Mais je suis ravi. So I have a question for a materialist historian. From your perspective, what is the difference between totality as a literary figure and totality as a philosophical figure? What do you mean by figure? As there's a literary use or presentation of totality in Alain Badiou's early novels, and then later we have a philosophical interrogation of totality, even in the figure of the not all. But as a materialist historian, can you trace a difference between those two? Does it come to the fore? I guess, I mean, from my very superficial point of view and ignorant point of view, the difference is the difference of public and the perception of public. I mean, if you try to totalize writing a novel, you have a different posture which is determined by your public. If you try to totalize or you discuss totalization in a philosophical discourse, then the set of people with whom you implicitly have a dialogue are different. I'm escaping your question, but I don't know if it makes sense. Well, giving you a materialist historian response. Kind of. Kind of pragmatic. Yeah. Reception. Oui, c'était juste un mot de méthode. Hein. D'abord, je veux te remercier parce que j'ai trouvé très ingénieux ton dispositif. Non, mais je me souviens d'une remarque de Quentin Meillassoux, une fois, qui avait dit que j'avais résolu imaginairement un problème dans le roman Calme Bloc ici-bas. C'est un problème que je n'avais pas réellement su traiter ou n'avais pas traité dans L'être et l'événement. Ah, ok. Donc j'y pense parce que tu étais installé dans une dialectique entre, malgré tout, la totalisation romanesque et la construction philosophique. Et peut-être qu'il y a aussi ce lien contradictoire et tendu que des questions qui sont comme le reste de la philosophie sont aussi traitées dans le roman. J'ai voulu te soumettre cette hypothèse. Il y a les influences, la diachronie, le passé, le présent, etc. Je suis tout à fait d'accord. Il y a peut-être aussi que l'expression romanesque, c'est une subjectivation différente en tout cas. C'est une subjectivation différente. Et peut-être qu'il s'y exprime de façon variable des intentions subjectives qui ne se sont pas inscrites dans la philosophie, étant entendu qu'on peut admettre que toute discipline est aussi définie par ses restes, c'est-à-dire parce qu'elle ne formalise pas. Mais tu parles en Badiou d'après 82. Oh. Oui. Le cas. Non, je me demandais si en fait Calme Bloc ici-bas et son jeu de style et le fait qu'il y a une polyphonie, il y a une multiplicité d'usages de langage qui est présent aussi dans le théâtre, mais dans ce cas-là, s'il n'y avait pas un écho de deux autres romans ou pas. Mais ça, c'était une question très... Je pense qu'il y a un écho des deux autres romans. Je pense que c'est un bestiaire après coup. Oui, après le désastre Voilà. obscur. Voilà. Bon, bah je propose qu'on aille déjeuner, peut-être.